Cours C4-052, les caractéristiques de la reproduction sexuée. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment les scientifiques ont-ils découvert les caractéristiques de la reproduction sexuée? Nous allons procéder en deux étapes. D'abord, nous allons nous situer dans le temps afin de connaître l'état des connaissances sur la reproduction sexuée. Puis nous allons réfléchir sur les observations actuelles. À l'aide des documents, donc, nous allons essayer de résoudre la problématique. Alors, un petit rappel de la problématique, c'est comment les scientifiques ont-ils découvert les caractéristiques de la reproduction sexuée. Alors, la reproduction sexuée, donc, il faut savoir qu'elle s'oppose à la reproduction asexuée. Si par exemple, vous voulez faire une bouture, vous coupez un petit bout de tige d'un rosier, par exemple, et vous mettez une extrémité dans la terre, et à condition qu'il y ait les conditions spéciales, eh bien cette petite tige peut redonner un rosier. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas d'intervention de cellules sexuelles, c'est-à-dire de gamètes, c'est-à-dire de spermatozoïdes et d'ovules. Lorsque l'on parle de reproduction sexuée, eh bien, il faudra faire intervenir les gamètes, c'est-à-dire ovules et spermatozoïdes. Donc quand on parle de reproduction sexuée, quand on dit les scientifiques ont découvert les caractéristiques, eh bien, il y a quelque temps, des théories existaient qui n'étaient pas toujours conformes à ce que l'on sait aujourd'hui. Alors essayons de voir justement l'évolution des connaissances sur la reproduction à l'aide du document numéro 1. Et on nous représente, chose bizarre, un spermatozoïde en 1694, où l'on voit une espèce de tige droite avec une partie du corps, une jambe, un bras, bon, avec une espèce d'objet à avec quatre petites tiges, quatre petits axes, bon, un petit peu bizarre par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on part de moins 400 pour arriver à 1600, puis 1667, 1677, 1700 et 1768. Alors, moins 400, Hippocrate. Hippocrate, séministe. Il est pour la théorie séministe, c'est-à-dire que chaque parent émet une semence dont la réunion donne naissance à un nouvel être vivant. En 1667, on a Nicolas Sténon, qui est pour ce que l'on appelle l'ovisme, c'est-à-dire que l'œuf, ovule, contient tous les organes du futur être vivant, mais en miniature. La semence mâle n'a qu'un rôle réduit. Donc voilà la pensée de Nicolas Sténon. En 1677, on a Anthony van Leeuwenhoek, qui est un animalculiste, c'est-à-dire que la semence mâle renferme des animalcules, c'est-à-dire des spermatozoïdes, contenant un être vivant miniature. Le rôle de la mère est limité au développement de cet être. Ensuite, en 1768, il y a les travaux de Lazzaro Spallanzani. Bon, voilà, donc un exemple d'évolution des connaissances sur la reproduction. Passons au document numéro 2, les expériences scientifiques de Spallanzani, dont nous avons parlé tout à l'heure. En 1768, Lazzaro Spallanzani réalise des expériences sur les grenouilles afin de préciser le rôle de la femelle et celui du mâle sur la reproduction. Donc on était en 1768. Lors de l'accouplement, la grenouille femelle libère des gamètes. Alors on précise ce que signifie gamètes, ce sont les cellules sexuelles, c'est-à-dire ovules ou spermatozoïdes. Donc j'ai dit que lors de l'accouplement, il considère que la grenouille libère des gamètes femelles
les ovules, que le mâle arrose de son sperme. Le sperme, donc, c'est une espèce de liquide, c'est une sorte de liquide qui contient les spermatozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles. Donc là, on parle bien d'ovules et de spermatozoïdes. Alors, quelle est son expérience en fait? Eh bien, on va partir de l'accouplement. Donc, le mâle monte sur la femelle. Donc, accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle, évidemment. L'accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle, mais que l'on équipe d'un espèce de caleçon pour éviter que la semence n'aille à l'extérieur. Et puis, on a un liquide contenu dans le caleçon du mâle et ce liquide a essayé d'accoupler la femelle, entre guillemets. Bon, c'est entre guillemets, hein, je parle entre guillemets. Ça veut dire qu'on recueille le liquide, en fait. Alors, quels sont les résultats? Dans le premier cas, on a vu l'accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle. On laisse la nature faire les choses, ça sert de témoin. On s'aperçoit qu'il y a des œufs, donc des ovules sont libérés par une grenouille femelle, et ces ovules libérés vont, puisqu'ils ont été fécondés naturellement par le mâle, ils vont donner des têtards. Ensuite, la métamorphose des têtards va donner de petites grenouilles, puis des grenouilles adultes. Ensuite, dans le deuxième cas, on avait fait l'accouplement d'une femelle, mais on avait mis un caleçon au mâle, de telle sorte que le liquide qu'il émet, en fait, ne va pas dans la femelle. Eh bien, la femelle pond des œufs, tout de même, mais ces œufs vont rester à l'état d'œuf, il n'y aura pas de formation de têtard. Et enfin, dans la troisième expérience, on prend le liquide que le mâle a émis dans le caleçon et on laisse la femelle libérer ses ovules et on met ce liquide sur les ovules. Et on s'aperçoit qu'il y a formation des têtards. Alors bien sûr, on en déduit que la femelle qui libère les ovules, enfin que la femelle libère les ovules et que ces ovules, pour donner des têtards, en fait, pour assurer la pérennité des grenouilles, eh bien, ces ovules doivent être fécondés par des spermatozoïdes, c'est-à-dire être au contact de spermatozoïdes. Alors, ce qui se passe entre le moment où les spermatozoïdes arrivent près des ovules, bon, on ne décrit pas le mécanisme, mais en fait, on imagine que ces espèces de spermatozoïdes vont passer à l'intérieur de l'ovule, unir ce que l'on appellera plus tard leur programme génétique et donner une grenouille originale, bien que toutes les grenouilles se ressemblent. Mais bon, il y a toujours des caractères qui les distinguent les unes des autres. Bon, c'est le cas en tout cas dans les êtres humains et chez tous les autres êtres vivants. Donc voilà pour l'expérience de Spallanzani, donc qui a quand même eu lieu en 1768. Donc il a bien précisé les choses chez les grenouilles. Maintenant, essayons de réfléchir sur les observations. Alors, dans le document numéro 3, on a la ponte d'une grenouille rousse femelle. Une ponte de grenouille contient de nombreux gamètes femelles que l'on appelle les ovules. Les gamètes, ce sont les cellules sexuelles, donc spermatozoïdes ou ovules. Et là, comme il s'agit d'une femelle, les gamètes femelles, ce sont des ovules. Ils sont entourés par une enveloppe qui va les protéger, donc une enveloppe protectrice, et un ovule tout seul ne renferme pas de nouvel individu. Bon. Voilà, donc simplement, la femelle a émis des ovules, elle a pondu, mais par rapport à tout à l'heure, dans l'expérience de Spallanzani, dans le document numéro 2, on ne nous dit pas que des spermatozoïdes vont venir féconder l'ovule. Alors en fait, l'enveloppe protectrice, c'est l'espèce d'enveloppe qui est blanche et qui entoure quelque chose, une espèce de petit rond noir. Et c'est ce petit rond noir qui correspond à l'ovule. Donc, ce n'est pas l'espèce de substance blanche qui est autour. Dans le document numéro 4, on nous montre un spermatozoïde d'une grenouille mâle que l'on observe au microscope. Il s'agit en fait d'un gamète mâle que l'on appelle le spermatozoïde et qui provient d'une semence que l'on appelle le sperme. Donc le sperme d'une grenouille mâle est un liquide qui contient plusieurs millions
de spermatozoïdes, c'est-à-dire de gamètes mâles. Alors, maintenant, pour obtenir des têtards, qui sont de futures grenouilles en fait, eh bien, nous avons dit qu'il va y avoir, il faut que le spermatozoïde soit au contact des ovules. C'est ce que nous avons vu précédemment. Donc, en fait, ce contact va produire ce que l'on appelle une cellule œuf. Donc, la cellule œuf provient de l'ovule qui a subi une fécondation par le spermatozoïde. Alors, dans cet ovule, il y a une substance que l'on appelle le cytoplasme. Ce cytoplasme est protégé par une membrane plasmique et il y a à l'intérieur de l'ovule un noyau. Alors, bien faire attention dans ce document 5, c'est que on voit un gros rond et un petit rond. Et ce n'est pas ce que l'on a vu précédemment. Ce que l'on a vu précédemment, on avait vu un petit rond noir. Eh bien, ce gros rond blanc châtre et ce petit rond violet, représenté en violet, c'est le gros rond, c'est le petit rond noir que l'on a vu précédemment. Donc attention à ne pas se tromper. Donc voilà, l'ovule subit la fécondation par le spermatozoïde, tout simplement. Alors, les deux noyaux de l'ovule et de spermatozoïde vont se rapprocher, en fait, et il va y avoir une fusion des deux noyaux, en fait, et on verra dans les cours, dans d'autres cours, que ce noyau est très important parce qu'il renferme le programme génétique. Donc voilà, une fois que les deux noyaux ont fusionné, qu'ils se sont réunis, on obtient une cellule œuf. Donc cette cellule œuf, c'est bien l'ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde. Alors, si on lit le texte, on nous dit que lorsque le mâle dépose son sperme sur la ponte de la femelle, les gamètes mâles et femelles s'unissent. Il y a ce que l'on appelle fécondation. La fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf, donc une fois que les deux noyaux se sont réunis, et les spermatozoïdes contenus dans le sperme participent donc avec l'ovule à la formation d'un nouvel individu. Ensuite, dans le document numéro 6, on nous montre des embryons de grenouilles. Alors, l'embryon, c'est le nom donné au futur individu dans les premiers stades de son développement. Ça veut dire qu'on va avoir un tétard qui va sortir de cette espèce de substance un peu gélatineuse. Alors, on imagine que ce tétard, une fois que la fécondation a eu lieu, c'est-à-dire une fois qu'on a la cellule œuf, eh bien, on imagine que la cellule va se diviser, en fait, ce que nous verrons plus tard, en deux, puis etc., enfin, donner tout doucement ce que l'on appelle un tétard. Donc, alors, les choses sont assez compliquées quand on étudie ce genre de choses pour la première fois. Embryon de grenouille, donc, de 14 jours, c'est ce qu'on nous présente, après la fécondation. Une fois formée, la cellule œuf évolue et devient un embryon. Alors, comment est-ce qu'elle évolue? Nous verrons qu'il y a des divisions cellulaires, mais ça, il s'agira d'un autre cours. Bon, voilà ce que nous avons pu dire sur les connaissances, les caractéristiques de la reproduction sexuée, c'est qu'il faut deux gamètes, un gamète mâle, un gamète femelle. Il faut qu'il y ait la fusion entre les deux que l'on appelle la fécondation. Et ensuite, suite à la fécondation, la cellule œuf est obtenue et puis elle donnera, suite à des mécanismes que l'on verra un petit peu plus tard, elle donnera un nouvel individu. En l'occurrence, là, par exemple, nous avons parlé des grenouilles. Mais le principe est le même dans l'espèce humaine ou chez les autres animaux et voire même également chez de nombreuses plantes. Voilà, donc le cours est terminé. Merci.